Merci beaucoup, Dr. Elsie. Je tenais tout d'abord à dire bonjour à tout le monde, et plus particulièrement M. Diagne, avec qui on a beaucoup échangé sans pour autant se rencontrer. Je me dis que c'est la première fois qu'on échange, mais d'une manière virtuelle et digitale, comme l'indique notre sujet à traiter aujourd'hui. Merci, M. Diagne, pour nos échanges sur LinkedIn et j'en passe. Il y a aussi Ababacar Fall, aussi, que je n'ai jamais rencontré. Par contre, j'ai rencontré son directeur général. C'est lui-même qui m'a mis en rapport avec lui pour qu'on puisse animer ce webinaire sur la logistique dans un monde digital. Alors, tout ça, vous remercier de votre disponibilité. Et vous rappelez aussi que l'ISC, depuis quelques années, depuis 26 ans, je dirais, a formé beaucoup de cadres, que ce soit des cadres africains, sénégalais, qui sont aujourd'hui dans les plus grandes entreprises donc, de la logistique et des transports. Et d'ailleurs dans tous les secteurs des transports et de la logistique, dans les ports, dans les transports maritimes, dans les compagnies maritimes, dans les compagnies aériennes, dans les sociétés, dans les multinationales, dans les ministères, et j'en passe. Aujourd'hui, nous avons 26 ans et nous continuons à former les élites sénégalaises et même africaines dans le domaine des transports et de la logistique. Donc, c'est tout à fait un honneur de recevoir ces personnalités comme M. Diagne et Ababacar pour qu'on puisse commencer à réfléchir sur comment la digitalisation qui aujourd'hui a montré son efficacité, surtout en cette période de pandémie, où tout le monde est digital ou bien obligé d'être digital pour vraiment survivre. Sinon, c'est la disparition pure et simple. Alors maintenant, donc c'est tout à fait, je réitère donc des remerciements au nom du président directeur général qui devait être là, mais donc pour des questions donc de calendrier ou bien même des empêchements de dernière minute. Donc il m'a donc demandé de vous remercier et de vous souhaiter la bienvenue et je souhaite que que nous fassions vraiment un panel de haut niveau pour que les étudiants qui sont connectés puissent en bénéficier et même les professionnels puissent aussi en bénéficier. Et surtout, je vais terminer en disant que nous avons fort besoin de ce thème, la digitalisation, pour notre chère Afrique, qui semble vraiment être un peu en train. Maintenant, donc, merci beaucoup. Et donc, je vous remets, je vous donne la parole, je vous donne la parole, Madame Docteur Elsie, pour qu'on puisse commencer les débats. Merci beaucoup, M. Diagne, merci, M. Fall. Et donc, nous sommes impatients donc, de recevoir vos interventions. Merci beaucoup. Merci, M. Lee. Merci. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, cette conférence sera animée par deux experts travaillant dans le domaine de la digitalisation logistique et des transports. Donc, il s'agit de M. Ibrahimanou Edine Diagne. Bienvenue, monsieur. Donc, qui est actuellement l'administrateur général de Guindé 2000 et président de l'African Performance Institute, qui est un groupe de réflexion et d'animation panafricain destiné à la promotion du numérique. Monsieur Diagne a 24 ans d'expérience dans le domaine du commerce électronique et de la dématérialisation. Il a exercé le mandat de rapporteur pour l'Afrique du Centre des Nations Unies pour les transactions électroniques de 2006 à 2018. Concernant son cursus académique, M. Diagne est titulaire d'un bachelor en sciences de HEC à Montréal et d'un MBA à l'Université du Québec à Montréal et aussi d'un master en sciences à l'HEC de Paris.
Il a également un certificat de la Stanford University Graduate School of Business sur la gestion de la transformation et de leadership. Il est aussi membre des conseils d'administration de eFutura, de l'université Hassan Sheikh de Ziguinchor. Et enfin, il est également membre du conseil académique de l'université virtuelle du Sénégal. Ensuite, nous avons M. Ababakar Fall. M. Ababakar Fall est spécialiste des systèmes d'information en transport public et exploitation des transports urbains. Il est ingénieur en génie informatique de l'École supérieure polytechnique de Dakar et il a également un master 2 en gestion de la mobilité, des transports et de la logistique. Et il est aussi ancien DSI de Dakar d'Indic. Et enfin, il est directeur des opérations du CETUD. Comme nous le savons tous, la logistique regroupe l'ensemble des flux physiques et informationnels. Donc, avec la globalisation et les exigences des consommateurs, les acteurs logistiques, notamment dans la logistique des transports, doivent sans cesse innover en misant sur la rapidité et l'efficacité de ces processus. C'est l'adoption d'une stratégie digitale qui va permettre d'accélérer les flux, d'améliorer la qualité et de réduire les coûts. Donc, la digitalisation va surtout se traduire par une amélioration de la traçabilité, par une informatisation des données, par une transformation des processus traditionnels de travail et enfin par une amélioration des échanges avec les consommateurs. Toutefois, elle reste tout de même l'un des plus grands défis pour les acteurs de cette filière. Alors, quels sont les défis et enjeux de la digitalisation logistique et du transport au niveau local et international? Donc, nos intervenants y répondront pendant cette séance. Comme il est de coutume, pour optimiser la bande passante, je demande à l'assistance de couper les micros et caméras. Donc, je vais également demander juste aux panélistes de couper seulement les micros. Donc, ils peuvent activer les caméras s'ils veulent. Ensuite, nous allons procéder de la façon suivante. Pendant le passage de chaque intervenant, donc, je demande à l'assistance de commencer à renseigner les questions sur l'onglet « Messages » de la façon suivante. Question, 2 points. Vous écrivez la question et ensuite vous mentionnez entre parenthèses le nom de l'intervenant à qui la question est adressée. Donc, arrivé à la phase des questions-réponses, je prendrai ces questions que je poserai pour vous à nos invités. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Diane. Merci beaucoup. Bonjour madame, bonjour monsieur Lee, bonjour monsieur Fall. Bonjour à tous les participants. Donc c'est pour moi un plaisir d'être convié à ce webinaire, parce que c'est le mot consacré. Et étant le moins expert de ce dont on parlera, parce qu'on est au cœur de logisticiens que vous êtes, on est dans un institut où les étudiants traitent de la matière. Je vais aborder la question sous l'angle de mon parcours et de l'expérience que j'ai eue à travers la supply chain, la global supply chain, surtout sous l'angle international, en espérant que M. Fall aura des éléments locaux également à apporter à la discussion, de sorte à ce que nous puissions compléter et couvrir le sujet tel qu'il a été abordé. Alors, je vais essayer de basculer sur la présentation que j'ai préparée. Voilà, donc vous voyez mon partage d'écran. Donc, je compte aborder la question autour des éléments clés de la logistique internationale. Quelles sont les questions aujourd'hui les plus présentes dans la logistique internationale et comment est-ce qu'il convient de les considérer? J'essaierai dans un deuxième temps de mettre en avant les éléments clés du digital aujourd'hui, surtout ça en rapport avec la logistique, pour terminer par un positionnement de l'Afrique. Alors, la logistique internationale. Excusez-moi, on ne voit pas vos diapositives. Ce n'est pas projeté. Nous ne voyons pas le partage d'écran. Ah, c'est bizarre parce que je suis en partage d'écran. Bon, on va revoir ça. OK. Je vais ressortir.
Ah, je vois que j'ai deux Teams ouverts. Bon, excusez-moi 2 secondes. Ok, prenez votre temps. Ah oui, je crois que je n'ai pas la main pour le partage d'écran. Hein? Je n'ai pas la main. Est-ce que si vous me donnez la main, sinon aussi j'y vais avec les éléments que je vois et puis je déroule. Mais actuellement, la fonction partage d'écran n'est pas activée. Est-ce que vous êtes en mesure de l'activer pour moi? Oui, essayez de voir si vous avez la main. C'est bon? Je revois. Non. Arrêtez le partage. Ce que je vois, c'est bienvenue dans votre webinaire. Nous allons démarrer à 15 heures. C'est ce que vous voyez également? Oui, oui, c'est ce que nous voyons. Ouais, et je n'ai pas la main pour changer ça. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de l'aborder. Allez-y. Voilà, je vais aborder ça donc sous l'angle. Donc déjà, sur la logistique internationale, quelles sont aujourd'hui les grandes tendances qu'il convient de noter? D'abord, on note qu'il y a des navires qui sont de plus en plus gros et qui vont transporter de plus en plus de marchandises et que donc la notion d'éclatement va être de plus en plus de mise. J'ai même vu dans des documentaires de très gros navires que la Chine qui commence à expérimenter des navires sans pilote, en fait, c'est des drones marins, on peut utiliser ce terme-là. Donc ça, c'est un élément fondamental. L'autre élément fondamental, c'est en matière technologique. Donc, il y a de plus en plus une forte intégration entre la technologie liée aux instruments qui sont mobiles, donc qu'il s'agisse de navires, de véhicules et tout ce qui reste, et le IoT dont on parle, donc l'Internet des objets, qui permet aujourd'hui d'avoir une parfaite information en temps réel de ce qui se passe en matière de mouvement. Il y a un élément important, on vous a tantôt indiqué le Centre des Nations Unies pour les transactions électroniques. Il y a donc des standards internationaux, et ça c'est essentiel, hein, parce que je pense que le transport maritime a justifié même la mise en place de cet organe des Nations Unies, qui a eu pour premier chantier de mettre un standard EDIFACT qui permet aux conteneurs des navires, les manifestes, donc de pouvoir être gérés par des systèmes informatiques. Donc les standards sont essentiels parce que c'est ça qui permet que les volumes d'informations et de données puissent être consommés aussi bien à des fins commerciales, à des fins financières qu'à des fins logistiques pures. Il y a également la notion de robotisation qui se développe de plus en plus et qui rend la logistique de plus en plus pointue. Ça veut dire que, d'une manière générale, vous le savez sans doute, la logistique, c'est la vitesse. Et cette vitesse-là, elle vise la réduction de coûts d'une part et la satisfaction rapide du client qui est toujours pressé en matière de logistique. Donc, la robotisation est un facteur qui est de plus en plus intégré avec la notion d'intelligence artificielle et en parallèle, on peut dire de big data. Un autre élément important qui caractérise la logistique, c'est le développement du e-commerce qui préconise donc la livraison de small parcels, donc des petits colis, qui commencent à aujourd'hui être un vrai problème d'ailleurs, hein, parce que dans les instances qui traitent de cette question, on parle de tsunami des colis. Ça veut dire que le volume exponentiel des colis induit par le commerce électronique est en train de redéfinir le rôle même aux frontières des douanes qui étaient habitués à concentrer plus leurs efforts sur les conteneurs ou le fret aérien. Aujourd'hui, on est dans une logique de petits colis qui est en train de prendre pratiquement le devant de la scène. Et la notion de tracking également, donc elle est un peu liée à tout à l'heure l'aspect technologique de l'IoT dont j'ai parlé, mais la traçabilité aujourd'hui est amplement nourrie par des possibilités technologiques qui permettent donc de rendre beaucoup plus efficace la logistique. Donc en résumé, ce qui se passe à travers le monde, c'est d'accélérer les flux logistiques, d'augmenter les volumes qui sont traités et de plus en plus s'appuyer sur la technologie pour garantir l'efficacité et la précision de ce qui se fait. Donc, c'est des tendances aujourd'hui assez lourdes. Alors, si j'en viens aux technologies, au digital, donc au deuxième point de mon intervention, j'ai évoqué une bonne partie tout à l'heure lorsque j'ai parlé de la logistique parce qu'il y a un lien assez soutenu. La notion de mobilité aujourd'hui est une notion qui est très réelle. Donc, le téléphone lui-même mobile et qui permet de faire des transactions à n'importe quel endroit avec un support mobile qui est connecté à tous les endroits. La technologie 5G qui va arriver
va encore révolutionner cette possibilité de mobilité avec une puissance beaucoup plus forte aujourd'hui en matière de connexion. Vous avez également un sujet dont on parle assez souvent, la blockchain aujourd'hui, qui est une sorte d'automatisation des transactions, donc qui permet aujourd'hui une sorte de désintermédiatisation en faisant des contrats directs. Ça veut dire que la transaction elle-même, elle parle à une transaction et elle se dénoue sans qu'on ait besoin de faire valider par un acteur une quelconque action que ce soit, aussi bien pour les smart contracts dont on parle que pour tout le processus de transaction. Donc, c'est un sujet assez complexe. C'est un sujet pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas forcément une tendance de fond. On n'est pas capable de prédire si c'est carrément la rupture dans les 2-3 prochaines années ou si ça va encore être quelque chose qui va se nourrir et se structurer au fil du temps. La géolocalisation, elle était déjà de mise avec le GPS, qui est la technologie la mieux connue. Les Européens ont lancé leur système également de géolocalisation avec le système Galileo. Et les Russes ont depuis assez longtemps le système GLONASS, mais le plus commercial connu, c'est le GPS, c'est celui qu'on utilise habituellement par rapport à cela. À des fins militaires, bien sûr, mais à des fins civiles, parce que toutes ces constructions, notamment le GPS américain et le GPS et le GLONASS russe, à la base, sont construits pour une sorte de prédominance militaire. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un autre sujet nouveau parce que ça permet aujourd'hui, à travers des algorithmes très poussés, de pouvoir anticiper et prendre des décisions à la place de l'humain. Et dans la logistique, qui est justement un domaine où la vitesse et la technologie sont deux éléments qui sont prépondérants, fera un usage intensif de cette intelligence artificielle depuis la terminaison en fait de la production en usine jusqu'à la porte du destinataire de la chose qui doit être livrée. Le big data étant la capacité à analyser des données et à leur donner un sens, donc en termes d'interprétation et en termes de décision, donc finalement, est également une notion qui est de plus en plus mise en avant à cause du volume de données qui est exponentiel également, qui sont produits à travers les transactions de toute nature, et cela entraîne donc cette possibilité-là. Un dernier point qui pouvait paraître assez amusant, c'est la dronisation. Donc, les drones font de plus en plus leur apparition dans la logistique. Au début, c'était des instruments qui ne portent pas, qui ne transportent pas, mais qui peuvent observer. Jusqu'à présent, c'est l'une des tâches les plus confiées à ce concept de drone. Mais vous voyez que dans pas mal de développements, les véhicules sans conducteur, c'est une forme de dronisation, mais encore on parle de véhicules qui roulent, mais demain on parle de véhicules qui vont voler, d'engins donc pour être plus précis, qui vont voler sans pilote et qui sont capables de transporter aussi bien des personnes que des marchandises. Il y a même eu un moment où je pense aux États-Unis, il a été expérimenté la livraison alimentaire donc de fast-food à travers des drones. Donc c'est des choses sur lesquelles les recherches sont très sérieuses. Et donc, il n'est pas exclu que dans un avenir proche, 2 ans, 3 ans, on ait des applications réelles en matière de drones autonomes très actifs dans la logistique. Alors, tout cela pour dire que nous sommes dans deux univers qui sont en plein mouvement, la logistique et les technologies, et que cela va sans doute redéfinir la structuration, en fait, des acteurs et de leur force et de leur puissance. Vous savez, quand on prend certains secteurs comme le commerce électronique, vous avez des acteurs qui sont nés il y a 10 ans ou 15 ans et qui aujourd'hui sont des leaders mondiaux et qui dominent un secteur où ils ont trouvé des acteurs qui les ont précédés. Et cela s'est fait par les services. La logistique, c'est une combinaison de services et de moyens de transport destinés justement, comme je l'ai dit, à travers la vitesse, à satisfaire les besoins ou des entreprises ou des particuliers. Et donc, il n'est pas superflu de penser que la même révolution qui a impacté des secteurs comme le commerce, comme le tourisme, où de nouveaux acteurs sont venus sur la base de services et ont pris une position dominante par rapport aux acteurs traditionnels qui possédaient les infrastructures et les équipements, il n'est pas exclu que cette même révolution puisse affecter le secteur de la logistique.
Et donc, c'est en cela que lorsqu'on regarde tout cela par rapport au continent africain, on peut se poser des questions pour savoir ce que l'Afrique doit faire ou ce qu'elle peut représenter dans ce contexte de redéfinition de tous les business models en fait. Hein. Donc, je ne veux pas me spécialiser sur la logistique, mais de tous les business models d'une manière générale. Alors, l'Afrique aura d'abord le défi des compétences. Je pense que le défi des compétences est résolu d'une certaine manière à travers des instituts de formation comme celle qui nous accueille aujourd'hui et qui a formé depuis 26 ans, comme l'a bien rappelé M. Ly, l'élite de la logistique à la fois du Sénégal, mais des pays également de la sous-région. Donc, c'est un défi important, mais ces compétences-là doivent être remises à jour et actualisées par rapport à ces nouvelles donnes aujourd'hui. Le curricula de la logistique en 2020 n'est pas ce que le curricula de la logistique était en 2010 ou en 2000, etc. Donc, c'est des formations qui doivent évoluer de façon très rapide pour générer des compétences opérationnelles à la fois dans le contexte national, mais également dans le contexte international. Un autre défi auquel fait face l'Afrique, c'est le défi de la concurrence. Vous savez que notre logistique est l'une des plus coûteuses à travers le monde. On dit souvent que transporter une chose de Dakar à Douala est plus coûteux que transporter cette même chose de Beijing à Dakar. Donc, cela tient à la concurrence. Nous avons une sorte d'oligopole dans la plupart des segments de la logistique et cela joue en défaveur de la compétitivité. Donc, il y a un travail à faire au niveau de la concurrence. Ensuite, il y a un travail à faire au niveau des infrastructures. On a parlé de robotisation et d'automatisation. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Des pays africains aujourd'hui peuvent commencer à légiférer sur les engins sans conducteur qui pourraient transporter des marchandises. Il ne faut pas se dire que c'est un futur et qu'il faut attendre que les pays les plus avancés commencent à travailler ces questions pour que nous-mêmes nous commencions à y réfléchir. De la même manière que le téléphone mobile et la fintech sont venus en Afrique avoir un territoire d'expression tout à fait pertinent, de la même manière sur la logistique, on est capable aujourd'hui de réfléchir sur la combinaison entre les infrastructures et les technologies et définir un modèle qui serait viable juridiquement et économiquement pour l'Afrique. Cela appelle la notion de régulation dont j'ai parlé pour cette logistique. Et cette régulation-là doit être une régulation à la fois qui permette l'éclosion de nouveaux services et en même temps qui protège les acteurs nationaux. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'un entrepreneur a pour premier terrain de jeu son marché, son pays. Et si donc le régulateur ne le protège pas par rapport à des très grands groupes qui ont des capacités et des moyens vraiment importants, cet entrepreneur n'arrivera pas à faire la place qu'il doit faire dans son économie. Et cela m'amène à parler de champions. Donc, il faut générer des champions à travers des alliances, des champions africains de la logistique. Aujourd'hui, c'est possible. L'Afrique est un continent qui a une situation géographique particulière, commerce avec le monde entier, et qui pourrait donc aujourd'hui, à travers des alliances stratégiques, qui peuvent être parfois nourries par les gouvernements et parfois par le secteur privé. Mais il faut construire ces alliances stratégiques qui permettront d'avoir une taille critique. Vous voyez des pays comme les Émirats arabes unis ou comme Singapour, qui sont des pays géographiquement petits, mais qui ont pu imposer leur marque sur la logistique internationale, parce que simplement, ils ont su mettre en place les stratégies et les investissements qu'il fallait pour positionner leur pays comme étant des points où il est absolument nécessaire de passer pour pouvoir déployer la logistique internationale. Donc, cela est possible également pour l'Afrique, d'avoir cette construction stratégique à travers nos différentes, la forme du continent et les différents points logistiques qui peuvent être construits. Vous voyez que le Maroc, avec leur projet portuaire de Tanger-Med et leur position sur la Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique, ont fait une construction qui aujourd'hui peut être validée par le continent à travers une continuité de moyens de transport, notamment le chemin de fer et d'autres moyens. Vous voyez que la position du Sénégal par rapport à l'Amérique latine et par rapport à l'Amérique du Nord et le reste de l'Afrique sur la côte atlantique est une position stratégique. La position du Cap de Bonne-Espérance, on n'en parle plus, c'est bien entendu un tournant avant le canal de Suez entre les Indes, du moins
le continent asiatique et le continent européen. Donc, il y a des choses à faire en Afrique aujourd'hui. Ces choses doivent être stratégiques. Elles doivent être tenues par à la fois des constructions politiques. Nous sommes en train de construire la zone continentale de libre-échange, qui est une décision politique pour dire que le commerce à l'intérieur de l'Afrique ne subira plus de barrières tarifaires, ce qui permettra donc aux industries africaines d'avoir accès à un marché beaucoup plus grand. Donc, l'enjeu logistique de l'Afrique, ce ne sera plus les territoires nationaux, mais ce sera de se dire si j'ai une grosse usine au Sénégal et que tout le marché africain n'a plus de barrières tarifaires, comment je vais faire pour que le produit arrive au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Maroc, à moindre coût. Et donc, ça demande vraiment des constructions qui vont à la fois reposer sur des investissements lourds en termes d'infrastructures, ce qui peut se faire dans le cadre de partenariats publics-privés, mais qui vont reposer également sur une floraison de services autour de la logistique pour permettre justement, avec les technologies, d'avoir cette rapidité qui est attendue et cette économie en termes de coûts. Donc, la logistique, c'est un monde en fait rempli d'opportunités. Là, je m'adresse peut-être à des étudiants qui sont dans la logistique. La meilleure manière de valoriser vos compétences, ce sera peut-être pas de trouver un emploi dans une entreprise. Il y a des entreprises, certes, qui pourront vous recruter, mais c'est de vous dire que vous êtes dans un secteur où la valeur ajoutée, elle est exponentielle. Et donc, construire vos petites startups qui vont devenir demain de grandes startups et qui vont résoudre des problèmes importants en matière de logistique, ça peut être une perspective très intéressante. Ça peut être des perspectives très intéressantes pour un jeune aujourd'hui qui exerce dans les secteurs dans lesquels vous êtes. Donc, voilà un peu la première partie de mon propos. C'était pour un peu camper le sujet. Et la deuxième partie dépendra justement des questions que vous pouvez avoir, étant entendu que le domaine sur lequel nous travaillons particulièrement au Sénégal, c'est le guichet unique, en fait, qui est la plateforme qui permet de faire les formalités import-export de façon dématérialisée. Le Sénégal a mis en place son guichet unique depuis 2004 et ça fait partie des 5 premiers guichets uniques qui ont été installés à travers le monde. Le premier étant celui de Singapour. Donc, on a su anticiper sur un domaine où on s'est inscrit carrément dans l'excellence et dans l'innovation. Et aujourd'hui, ce guichet unique permet de faire les formalités de prédépannement de façon dématérialisée. Donc, voilà un peu comment, dans beaucoup d'autres secteurs logistiques, il est possible, à partir de l'Afrique, d'imaginer des solutions qui vont être utiles et qui sont avant-gardistes, sans pour autant qu'on ait copié ce qui se fait avec le monde. On attend que les autres réfléchissent et que nous donc, voilà, mesdames et messieurs, les points de mon propos. J'espère que ce n'est pas été trop long. J'avais prévu de le faire sur le diapo, malheureusement. Ce n'est pas pu partager. Et je me tiens à disposition. Les personnes qui auront des questions, bien entendu, avec M. Fall, également. Merci. Merci, Monsieur Diane, pour cette communication très claire et enrichissante. Donc, Monsieur Diane a présenté les enjeux et défis de la digitalisation logistique dans un contexte international. Donc, nous avons vu à travers la communication de Monsieur Diane que la stratégie digitale n'épargne aucune entreprise, aucun secteur, aucun pays, car c'est une question de survie pour toute entreprise qui évolue dans un environnement compétitif et en pleine mutation. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Fall. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fall. La parole est à vous. Bonjour, merci Madame Elsie. Bonjour Monsieur Diagne. Bonjour Monsieur Lee. Bonjour à tous les participants. Je remercie tout le monde. C'est un honneur de partager aujourd'hui avec toute l'assistance. Sans plus tarder. Voyez la présentation. Monsieur Fall, un instant, juste un petit message à l'assistance. Donc, je vais demander à l'assistance de couper les micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Merci.
Alors, vous voyez la présentation? Oui, oui. D'accord. Donc, je vais essayer de compléter M. Diagne, que je remercie beaucoup parce que sa présentation, je me suis rendu compte sans se voir, vient compléter un peu la mienne. Je vais plus me focaliser sur les aspects liés au transport, en particulier au transport public de voyageurs à Dakar. Je vais articuler mon intervention autour de 3 grands points. Je vais faire une petite introduction, je vais présenter un peu le contexte. Je vais essayer de présenter l'état de l'art des systèmes de transport intelligents pour le transport public, en particulier la biétique, le système d'aide à l'exploitation et l'information voyageurs et l'open data. Et je vais finir par présenter concrètement quelle est la situation à Dakar par rapport à ces nouvelles technologies. Sans plus tarder, je dois dire pour ceux qui ne le savent pas, le CETUD, c'est le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, qui est un établissement public à caractère professionnel qui a été créé en 1997 par une loi. Sa mission principale, c'est d'organiser et de réguler l'offre de transport public urbain de voyageurs afin de créer un environnement économique sécurisant pour les promoteurs et favoriser l'émergence d'une concurrence saine et durable. En d'autres termes, le CETUD est l'autorité organisatrice des transports à Dakar. Il faut dire que nous intervenons aujourd'hui au niveau des autres régions, mais on le fait à la demande de l'État ou des collectivités locales concernées. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous intervenons dans 11 localités à travers le pays où on a mis en place des réseaux de transport pour essayer d'assurer la prise en charge des besoins de déplacement des populations. Je me présente aujourd'hui la situation de Dakar sur les 2 cartes qui sont à droite. La première carte présente la carte d'occupation du sol de Dakar en 1978. On voit que la zone d'habitat était peu fournie, c'est ce qui est en rose, et la même carte en 2014. C'est pour vous montrer un peu l'enjeu qu'il y a aujourd'hui de pouvoir prendre en charge correctement les besoins de déplacement des populations. Et je vais tenter de voir aujourd'hui quel est l'apport de nouvelles technologies dans cette prise en charge. Il faut dire que les technologies ont toujours été présentes dans les secteurs, dans les services publics. C'est le cas de l'eau, de l'électricité, de la sécurité, de la gestion des déchets, etc. Mais ce qui concerne le transport public en tant que tel, quand on parle de technologie dans les transports publics, on a la biétique, on a le système d'aide à l'exploitation, SAE, on a l'information voyageur, on a les senseurs, c'est tout ce qui est capteur qu'on met dans les bus ou bien qu'on met dans les feux, et les aspects liés à la prise en charge des communications. Une offre de transport public attrayante doit pouvoir allier un prix compétitif, un itinéraire, une facilité intermodale, c'est une facilité qui permet à un voyageur de changer de mode, de prendre un véhicule, de faire une correspondance sans pénibilité et de transformer les temps contraints en temps utiles. Je vais en venir tout à l'heure. Typiquement, sur un bus de transport aujourd'hui dans le monde moderne, dans le monde digital, sur un bus de transport, on doit pouvoir trouver ce qui est présenté ici. On a tout d'abord la biétique qui permet de vendre des tickets et de valider des cartes, de faire les contrôles de ces cartes-là. On a la vidéo qui permet un peu de filmer, de voir ce qui se passe. Je vous dis qu'au moment où je vous parle, les bus de Dakar Dem Dikk sont équipés de 3 caméras qui permettent quand même de suivre un peu tout ce qui se passe. Et ça a permis, dans plusieurs occasions, de régler pas mal de problèmes. Je ne vais peut-être pas me pencher ici. On a les comptages pour les passagers au niveau des portes. C'est une manière de compter quel est le nombre de voyageurs. Autrefois, en fait, ce qui se faisait, c'est qu'on décomptait le nombre de tickets et on disait que le nombre de voyageurs égale au nombre de tickets vendus. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut mettre des senseurs au niveau des portes qui comptent les voyageurs qui montent ou qui descendent. On a l'information voyageur qui nous paraît cruciale et qui manque malheureusement à Dakar, même si on a fait des efforts au niveau des arrêts pour marquer quels sont les bus qui passent au niveau de ces arrêts-là. On voit de plus en plus les bus qui embarquent des écrans
qui affiche de l'information voyageur, mais on se rendra rapidement compte que ce n'est pas très organisé, c'est quelque chose qu'il va falloir organiser. Et on a les aspects liés à la communication qui sont gérés par 3G, 4G, LTE, etc. Auparavant, avant la venue des réseaux mobiles, dans les réseaux de transport, il y avait des capteurs qui étaient installés un peu partout, ou bien il y avait des réseaux carrément souterrains qui permettaient de faire le travail. Aujourd'hui, grâce aux outils modernes, on peut faire tout ce qu'on fait et transporter les données d'une manière transparente. Et on a la supervision qui se fait au niveau central. Maintenant, dans une plateforme de mobilité pour vue durable, on retrouve grosso modo l'information multimodale, la gestion de la flotte et le ticketing. Ça permet à l'usager de transformer son temps contraint, c'est-à-dire que l'usager était obligé, par exemple, d'attendre le bus au niveau de l'arrêt plusieurs minutes avant que le bus n'arrive. Aujourd'hui, on lui donne la possibilité de transformer ce temps-là en temps utile. Ça permet aux autres usagers de la route, d'une manière générale, une réduction du trafic urbain et de la pollution, parce que si on offre une possibilité de correspondance accompagnée par une information voyageur de qualité, on espère qu'il y a une transformation qui se fera, qui fera que les usagers vont préférer les transports publics au détriment de leur propre véhicule. Donc, on va noter une réduction du trafic urbain. Il y aura une attractivité économique des territoires parce que le transport marche. Et au finish, le bénéfice politique, c'est qu'on va avoir des citoyens heureux. Maintenant, dans un futur proche, parce que ce n'est pas encore le cas au Sénégal, tout ceci devait aboutir à ce qu'on appelle la masse, c'est la mobilité as a service. Parce que il faudrait, je me réveille le matin, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour faire mes courses, pour faire mes déplacements à portée de main sur mon portable. Je sais où les bus passent, quand est-ce que les bus arrivent, toutes les correspondances que je dois faire, et on pourra même intégrer dans ces plateformes mes places de parking. On peut mettre le covoiturage. Au lieu de partir, il y a un voisin qui part, je peux partir avec lui, etc. Je présente ça d'une manière résumée parce que j'ai préféré dans la deuxième partie présenter réellement ce qui se fait à Dakar. Et aujourd'hui, comment on élabore l'offre de transport? Au niveau des entreprises de transport public, je prends le cas de Dakar Dem Dikk. Ce qui est fait en général, c'est qu'il y a l'estimation de la demande qui se fait, les lignes et les fréquences sont définies et il faut dire que les deux premiers paramètres sont gérés par le CETUD. C'est le CETUD qui estime la demande, qui évalue la demande, qui dispatche cette demande au niveau des différents opérateurs, AFTU aujourd'hui et Dakar Dem Dikk. Et Dakar Dem Dikk, une fois qu'il a les lignes, il a les fréquences, va mettre ce qu'on appelle les horaires, ils vont faire le graphiquage, l'habillage, le roulement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je le mets seulement pour montrer qu'aujourd'hui, si autrefois les gens étaient obligés d'avoir des papiers millimétrés pour faire leur graphiquage, aujourd'hui il y a des logiciels quand même assez avancés, assez intelligents pour pouvoir optimiser surtout le graphiquage et l'habillage. Maintenant, en termes de SAIV, il faudrait qu'on puisse avoir l'information en temps réel au niveau du bus. Le bus va embarquer ce dont j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, un bus doit pouvoir incorporer une vidéo, de l'information voyageur et de la communication. Là, je suis dans les aspects liés à la géolocalisation, le système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageur. Aujourd'hui, si vous voyez dans l'exploitation des véhicules de transport, quand il y a une panne, quand il y a un incident quelconque, un accident, les gens sont obligés d'appeler au téléphone, le bus a une panne, le bus est bloqué quelque part, et on est obligé de lancer des enquêteurs sur le terrain pour voir est-ce que le bus respecte son horaire ou non, les temps inter-arrêts, les distances inter-arrêts, les temps inter-arrêts, souvent, c'est des statistiques que nous faisons à partir d'échantillons qui peuvent ne pas forcément refléter la réalité qui se font. Aujourd'hui, si le bus embarque un système d'aide à l'exploitation et l'information voyageur, vous allez dans certains pays, le bus
embarque même un capteur qui déclenche le feu à son arrivée. Donc, il a carrément une priorité au niveau des feux. Le système d'aide à l'exploitation donc permet de me renseigner sur la cartographie de l'ensemble des positions de bus sur l'étendue du territoire d'exploitation et de me permettre d'agir en temps réel et de pouvoir communiquer avec les chauffeurs. Maintenant, je ne pourrais terminer cette partie sans parler de l'open data, parce que là, c'est une définition que j'ai copiée quelque part. Hein. Les open data sont des données auxquelles l'accès est totalement public et libre de droit, au même titre que l'exploitation et la réutilisation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de startups sénégalais qui s'intéressent au transport. Malheureusement, ce qu'on avait remarqué, c'est que chacun essaie de monter sa petite usine à gaz, en particulier pour l'information voyageur. Et ça ne marche pas. C'est là où on a dit on va allier la montée en puissance dans les systèmes à Dakar avec la mise à disposition des données au niveau des différents usagers. Les données constituent une énorme ressource, mais souvent trop peu exploitée, ce qui est vrai à Dakar. Malheureusement, Dakar se prépare déjà à ouvrir en termes de données, parce qu'on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse stimuler l'écosystème pour pouvoir arriver à quelque chose. Nous, au niveau du CETUD, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de sérier sur l'ensemble des données qui sont disponibles, quelles sont celles qu'on ne souhaite pas diffuser. C'est des données internes qui nous permettent un peu de monitorer, etc. Il y a des données peut-être demain qui seront amenées ou à commercialiser, comme il y a des données qu'on va tout de suite vouloir diffuser, et on a un projet sur ça que je vais présenter tout à l'heure. Mais pour pouvoir diffuser des données, il va falloir quand même qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse parler le même langage. Et là, on a des normes qui existent déjà. Enfin, je dis normes, mais parfois c'est juste des standards comme le GTFS qui permet un peu de décrire les réseaux. On a NetEx, on a ITXPT, etc. Et il ne s'agit pas seulement de mettre ces standards-là, mais il s'agit aussi de permettre au système tiers d'accéder aux données. Et là, on a besoin de développer des API qui puissent permettre aux développeurs de se connecter directement dessus et de fournir peut-être demain des services aux populations. Quelle est la situation à Dakar? La situation à Dakar, on a la dernière enquête ménage et déplacement de 2015 qui nous dit qu'on a 25 voitures particulières à Dakar pour 1000 habitants. Ça semble, pourtant, tous les jours, on entend dire qu'il y a trop de véhicules à Dakar, mais si on compare ces chiffres aux chiffres des pays émergents, on se rend compte qu'on n'est même pas au quart. Et pourtant, on est déjà saturé, ce qui implique qu'il faut une approche beaucoup plus intelligente et beaucoup plus innovante de la prise en charge des questions de déplacement. On sait qu'à Dakar, il y a 80% des déplacements qui sont réalisés en transport public. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on focalise tous nos efforts sur le transport public. On a les différentes parts de marché qui sont là, avec malheureusement les clandos aujourd'hui qui représentent 12%. Ça reflète pour nous, les clandos transportent, je vous dis, plus que Dakar Demlik à Dakar. Ce qui fait qu'on sait qu'il y a un challenge, il y a quelque chose à faire sur ça. On se dit qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, les défis sont énormes. Il y a une forte concentration du parc à Dakar. On a 72% du parc du Sénégal qui est à Dakar. On veut une meilleure régulation de l'offre des transports publics. On a un problème de capacité et de maillage des réseaux. On a un cadre institutionnel, organisationnel à améliorer. Et il faudrait qu'on ait une adéquation des aménagements et dispositifs de régulation du trafic. Vous l'aurez remarqué tous les jours, pour vous qui êtes en ville, la trouée de la gare entre la place de la gare et l'autoroute, on le met en un seul sens aux heures de pointe, parce qu'en fait, on a des difficultés de circulation. On a une occupation de l'espace public. Face à ces enjeux-là, l'État a choisi d'aller vers les transports de masse. C'est ce qui explique qu'on a un projet de TER à Dakar qui doit desservir l'axe sud Dakar-Rufisque
avec tout ce qu'il y a comme système, tout ce qu'il y a comme digitalisation et tout ce qu'il y a comme respect de l'environnement. Et en même temps, sur l'axe nord Dakar-Guédiawaye, on a un BRT qui est en projet, qui devrait permettre à terme d'assurer le déplacement de 300 000 voyageurs dans son propre couloir. Mais pour faire tout ceci, il faudrait réorganiser tout le système. Et il y a deux enjeux principaux dans cette réorganisation-là, c'est la digitalisation et le respect de l'environnement. Si je résume l'évolution des transports publics à Dakar, j'ai à gauche les cars rapides et les Ndiaganiaï qui, au fur et à mesure, sont en train d'évoluer vers l'AFTU. Chaque minibus AFTU que vous voyez aujourd'hui remplace un car rapide et un Ndiaganiaï. Mais ce n'est pas seulement un remplacement de véhicules qui se fait, c'est carrément un changement du mode d'exploitation parce que les cars rapides et les Ndiaganiaï, ils avaient des licences qui leur permettaient de faire tout Dakar, de rouler où ils veulent à Dakar sans forcément respecter une ligne. Aujourd'hui, à travers le projet de renouvellement du parc, quand je remplace un car rapide ou un Ndiaganiaï, c'est le minibus qui arrive. Il y a un certain nombre de contraintes qui se posent sur lui. Principalement, il faut qu'il mette une billetterie, que ce soit une billetterie électronique ou une billetterie manuelle, mais c'est obligatoire. Maintenant, la vente de tickets est obligatoire à bord de ces bus-là. Et le bus est affecté à une ligne. Le bus ne peut pas se lever et faire la ligne qu'il veut. Donc, il y a une sorte de régulation d'ores et déjà aujourd'hui qui est là. On a Dakar Dem Dikk qui assure et qui a l'exclusivité du plateau. Maintenant, dans les projets futurs, j'ai tout tantôt parlé du TER qui doit alimenter Dakar Diamniadio AIBD et le BRT qui doit faire Dakar Parcelles Assainies, j'allais dire Guédiawaye. Mais pour arriver à faire fonctionner tout le système, on a besoin d'organiser des rabattements parce qu'on se rend compte que 9 voyageurs sur 10 du TER doivent quitter le réseau traditionnel de bus et 6 voyageurs sur 10 doivent quitter le réseau traditionnel de bus pour accéder au BRT. D'où la nécessité d'organiser un réseau de rabattement qui va alimenter et le TER et le BRT. Donc, le maillage qui est proposé, c'est une sorte de... le TER et le BRT vont être l'épine dorsale des transports à Dakar. Le rabattement va continuer à les alimenter. Le rabattement sera assuré par Dakar Dem Dikk et par AFTU dans un schéma beaucoup plus moderne que ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, il va falloir faire la promotion des transports publics. Donc, il va falloir qu'on puisse prendre en charge les questions liées à la marche à pied, en tout cas les modes doux. Et il va falloir prendre en charge les gens qui vont vouloir garer leur véhicule pour prendre le TER et le BRT. Mais tout ceci doit se faire à travers une information voyageur de qualité et disponible. Une information voyageur de qualité disponible. Et pour pouvoir faire fonctionner tout ce système-là, demain, je dois pouvoir prendre le bus Dakar Dem Dikk, descendre, prendre le BRT avec le même ticket. Là, je suis dans l'intermodalité, mais cette intermodalité ne pourra se faire qu'à travers une interopérabilité des différents systèmes qui seront déployés. Pour parler d'interopérabilité, je vais peut-être me permettre de faire un petit commentaire. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe sur l'autoroute à péage. Vous faites Dakar-Diamniadio, vous avez votre carte rapido. Sur votre carte rapido, vous avez 1 million de francs, mais arrivé à Diamniadio, si vous voulez cogner sur caisse, votre carte ne marche pas. C'est le contraire de ce qu'on veut aujourd'hui à Dakar. On veut que sur la même carte, que le voyageur puisse prendre Dakar Dem Dikk, puisse prendre AFTU, puisse prendre le BRT, puisse prendre le TER. C'est ça ce qu'on appelle en fait les futurs développements, c'est l'intermodalité et l'interopérabilité. Les enjeux système pour le CETUD, c'est de moderniser l'offre de transport pour accompagner le développement économique de la métropole, c'est de restructurer l'offre de mobilité avec l'arrivée des projets TER et BRT, c'est d'améliorer l'attractivité des transports en commun, d'inciter à la formalisation des opérateurs artisanaux, de limiter l'utilisation du cash et disposer d'un système permettant la traçabilité des opérations de vente et de validation. Et dans ce que j'ai dit là, il y a quelques mots clés qui apparaissent. C'est interopérabilité, l'interopérabilité qui va permettre aux différents systèmes de pouvoir se comprendre. C'est l'intégration tarifaire qui permettra avec le même ticket de voyager à bord du bus et à bord du BRT ou du TER, c'est-à-dire que les tarifs sont intégrés. J'aurai un tarif
disons, un tarif concurrentiel si je prends à la fois le bus et le TER, ou bien si je gare mon véhicule dans un parking BRT et que je prends le BRT. Le CETUD a un rôle de gérer la chambre de compensation en fin de journée qui doit dire à chaque opérateur quel est le montant qui te revient. Il y a la géolocalisation qui permet de savoir où sont mes bus et il y a surtout l'information voyageur qui permet à l'usager d'avoir de l'information sur le service, où est le bus, quand est-ce qu'il passe, etc. Et de pouvoir peut-être même juger le service. Aujourd'hui, les projets en cours, il y en a deux. Par rapport, aujourd'hui, je dois commencer par le TER qui est en cours de déploiement. Je dois dire que le BRT aussi est en cours de déploiement. Les travaux ont été lancés et les travaux se font. Parallèlement à ces deux grands projets, on travaille sur une restructuration globale du réseau qui doit s'accompagner. Mais pour accompagner les opérateurs, pour accompagner l'écosystème dakarois à pouvoir s'adapter déjà à l'environnement futur, le CETUD a jugé nécessaire de monter deux projets sur lesquels nous travaillons avec les opérateurs de transport et sur l'autre, on va travailler avec les opérateurs, surtout les startups. Le premier, c'est le projet, ce qu'on appelle un projet FASEP, c'est la mise en place d'un démonstrateur système biotique innovant qui sera déployé sur les lignes 219 et 31. Ce projet a été retardé un peu par la pandémie parce que ça devait commencer en juillet 2020. Vous voyez en rouge, j'ai la ligne 219 de Dakar Demdi qui quitte Ouakam pour aller à Daroukhan. Et sur la ligne 31, j'ai la ligne 31 de Aftu qui quitte l'hôpital Abass Ndao pour aller à Texaco. Ce qu'on comptait faire, c'est ces deux lignes qu'on les habille complètement. On va mettre des cartes de transport et des tickets QR code qui vont permettre aux usagers détenteurs de cartes de pouvoir faire des correspondances entre ces lignes-là. C'était une phase test. C'était une manière d'habituer déjà, de montrer aux opérateurs ce que ça signifie, parce qu'en fait, on y va par pédagogie, parce que dans ce que nous faisons, en fait, il y a un fort volet de professionnalisation, surtout avec les transporteurs artisanaux. L'État a fait une option d'accompagner ces transporteurs. Il s'agissait d'équiper entièrement les bus qui roulent dans ces bus, en terminal point de vente, en portable de validation de vente et de contrôle auprès du receveur, avec des valideurs embarqués et des serveurs à fournir. Il s'agissait de simuler une chambre de compensation que le CETUD devait accueillir en fin de journée pour pouvoir dispatcher les recettes sur les différents réseaux, que ce soit réseau AFTU ou réseau Dakar Demdi. Il s'agissait aussi d'assurer, de montrer aux opérateurs à quoi ressemble le tracking, la géolocalisation des bus. Sur l'autre projet sur lequel nous travaillons, c'est un projet de numérisation des réseaux. Et là, je vais commencer pour vous montrer la pertinence de ça, pour vous raconter une petite anecdote. Une fois, on a eu une réclamation d'une dame, c'est une Française d'ailleurs, qui s'était plainte parce qu'elle avait vu dans un site internet que la ligne 79 passait par Bel Air. Elle a pris le bus. Malheureusement, elle s'est retrouvée à Sangalkam. Quand elle s'est retrouvée à Sangalkam, elle a fait une réclamation pour dire oui, elle a vu dans un site internet qu'on lui a dit que le bus allait à Bel Air. Effectivement, c'est vrai, le bus allait à Bel Air. Mais en tout temps, quand il y a une modification sur la ligne, le propriétaire du site n'a pas eu l'information à temps pour actualiser son site. Et c'est ce qu'on veut éviter, c'est pourquoi le CETUD s'est dit, nous, on va faire la promotion des transports collectifs, on veut transformer les voyageurs en usagers actifs des transports qui disposeront de l'information utile pour la planification de leur déplacement et peut-être même d'évaluer le service qui est offert. Donc, nous, on dit, on va publier l'information sur les transports publics en données ouvertes, en open data, pour permettre à toute cette communauté de développeurs qui s'intéressent au transport, au lieu de s'intéresser à aller voir où la ligne passe, nous, on leur donne déjà l'information sur des standards connus. Ici, le format retenu, c'est le GTFS. Et sur la base de ce réseau publié, ils vont baser leur application pour fournir des services aux usagers. Nous n'avons pas vocation, nous, à développer des applications ou en tout cas à mettre en place des plateformes pour ces usagers-là, mais on crée tout un environnement favorable à ce que les développeurs sénégalais puissent s'intéresser à cette information utile et disponible et puissent le mettre à la disposition des usagers. Je pense que grosso modo, je vous souhaite bon voyage comme je suis dans le transport de voyageurs. C'est un peu le résumé de ce que je voulais partager avec vous et j'attends impatiemment les questions pour pouvoir développer une partie ou une autre de ce qui a été présenté. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Fall, pour cette communication très intéressante. Donc, en partant d'un point de vue théorique, Monsieur Fall a parlé de l'importance de la digitalisation dans les services publics. Puis, il a contextualisé cela en faisant un état des lieux de la mobilité urbaine dans la ville de Dakar. Il a également présenté les défis urbains auxquels Dakar est confronté. Il a aussi mis l'accent sur les évolutions de transport public dans la ville de Dakar. Et enfin, il a présenté quelques projets, notamment le projet FACEP qui est actuellement en cours et dont l'objectif principal est de contribuer au développement des transports publics. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Nous allons prendre une série de 3 questions, puis par la suite, nous enchaînerons par une autre série de questions. Donc, je vais lire les questions, et ce sont des questions qui ont été soulevées par nos étudiants de l'IST, aussi par les invités qui se sont connectés actuellement. Donc, je vais commencer. La première question est de notre étudiant Jared Boris. Donc, cette question est adressée à Monsieur Diane. Vu que la technologie évolue constamment et intègre quasi tous les domaines de nos jours, y compris la logistique, les futurs logisticiens et ceux déjà dans le domaine ne devraient-ils pas avoir une base en cybersécurité ou même dans un domaine voisin? Donc, ça, c'est la première question. Donc, toujours avec notre étudiant Jared Boris, la deuxième question est pour Monsieur Fall. Où peut-on trouver ces données? Sont-elles ouvertes au grand public ou seulement à des startups ou autres entreprises? Et la troisième question est une question de Senghor, Monsieur Senghor, qui demande comment faire pour disposer des API, donc si je ne me trompe pas. Donc, vous avez la parole, donc nous allons commencer par Monsieur Diane. Merci pour cette question. Je pense qu'aujourd'hui, la culture cyber d'une manière générale, disons la culture digitale et la maîtrise des enjeux de cybersécurité, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui pour toutes les compétences, pas seulement en logistique. Parce que la manière de se projeter, la manière de pouvoir imaginer, de pouvoir innover est contrainte par ce que peut permettre le digital et ce qu'il ne permet pas, et en même temps par les risques qui peuvent aujourd'hui être inhérents avec la cyberdélinquance, les problèmes de cybersécurité que vous avez évoqués. Donc, je pense que ce n'est pas une question d'être expert de tout à la fois. Vous pouvez être logistique, mais vous devez vous imposer la culture. C'est-à-dire, au moins, vous devez, lorsque vous êtes en face d'un problème, être capable de mesurer les enjeux en termes de cybersécurité et les enjeux en termes de potentiel digital. Je pense que c'est une valeur ajoutée certaine. La même manière qu'il faut parler anglais, comme je dis, aujourd'hui, il y a 2 choses. Que vous soyez médecin, avocat ou notaire, vous devez parler anglais et vous devez parler digital. 2 conditions qui me semblent essentielles pour pouvoir exploser dans votre domaine, aussi bien sur le territoire national qu'au-delà de ça. Donc, voilà la réponse que je peux donner par rapport à la question. Merci. Merci, Monsieur Diane. Donc, la parole est à Monsieur Fall. Merci, Madame Merci. Je pense que les 2 questions vont revenir au même. La première, c'est où peut-on trouver ces données? Je pense qu'il parle des données sur le fichier GTFS que le CETUD compte publier d'ici la fin de l'année. Les données ne sont pas encore publiées, mais déjà, je peux vous exhorter déjà à visiter le site du CETUD, cetud.sn, où il y a pas mal d'informations de ce que fait le CETUD et de publications qui se font là-bas. Je leur demanderai de mettre d'être un peu patient. Ces données seront publiées parce que nous avons pris l'option de l'open data pour partager avec la communauté. Voilà. La deuxième question, c'est comment trouver ces API. En fait, c'est des API qui seront mises à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas uniquement pour les startups. J'ai donné l'exemple des startups, mais c'est pour tout le monde. D'ores et déjà, vous remarquerez en visitant le site du CETUD qu'on partage déjà pas mal de données sur les transports à Dakar.
vous remercie. Très bien, merci Monsieur Fall. Donc, je vais demander à l'assistance s'ils ont des questions à poser, qu'ils les renseignent au niveau de la barre de messages. Donc, la deuxième série de questions, c'est toujours nos étudiants. Donc, première question, comment la digitalisation est perçue en Afrique, surtout en cette période de pandémie? La deuxième question, les entreprises au Sénégal, surtout en logistique, sont-elles digitales? Et nous avons la troisième question, face à cette stratégie digitale, y a-t-il des réticences au changement au sein des entreprises sénégalaises? Donc, les questions sont pour M. Fall et M. Diane. Donc, je vais commencer par M. Fall. Oui, comment la digitalisation est perçue en Afrique? Là, je pense que, en tout cas, dans le domaine des transports urbains, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les opérateurs artisanaux, ceux qu'on appelle informels, souvent, parfois même, ils sont en avance par rapport à ceux dont on parle, dont on nomme l'expertise. Je donne l'exemple seulement de la biotique. Aujourd'hui, j'ai quasiment un véhicule sur deux des minibus de l'AFTU on dit qu'ils font un transport artisanal, mais un véhicule sur deux presque embarque une tablette pour vendre des tickets avec un mécanisme très simple qui ne demande pas beaucoup de complications, mais ça marche pour eux. En tout cas, ils arrivent à suivre un peu leurs activités. Pour moi, ça montre un intérêt qu'ils ont pour aller vers cette digitalisation. Maintenant, qui a besoin d'être encadré, d'être organisé, etc. Ça, je pense que c'était mon opinion par rapport à la première question. Par rapport à la deuxième question, est-ce qu'il y a des réticences? Naturellement, parce qu'en fait, qui dit nouveau système dit réticence, dit mais il faut pouvoir organiser le changement, il faut pouvoir accompagner. Mais ce que je sais aujourd'hui par rapport au transport, en tout cas les usagers des transports sont fortement demandeurs de ce genre de système parce que malheureusement aujourd'hui on est dans un environnement où tout ce qui se fait n'est pas connu parce que l'information n'est pas disponible ou bien parce que aujourd'hui d'ailleurs vous voyez ce qui se passe, je parle toujours dans le domaine des transports de voyageurs, hein. Aujourd'hui, on a un phénomène de Wargaïné, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. En fait, c'est les clandos sur l'interurbain qui aujourd'hui fonctionnent, défient la loi en usant simplement des nouvelles technologies. Vous avez un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp, vous appelez, ils viennent prendre devant chez vous. C'est quelque chose qui n'a pas été organisé. Notre législation n'a pas encore organisé les véhicules de transport avec chauffeur. C'est là où on voit tout l'intérêt que aussi bien les usagers que les opérateurs, ils ont déjà avancé. Et là, nous, en tant qu'organisateurs de tout ça, nous avons besoin quand même d'y aller rapidement, de foncer, d'augmenter le rythme pour pouvoir être à leur niveau. De ce point de vue-là, je pense que s'il y avait des réticences auparavant, ou tout à fait au début, aujourd'hui, quand même, il faut dire que les gens ils sont très intéressés par ces solutions. Merci, M. Fall. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à M. Diane. Merci. Donc, pour ne pas redire la même chose sur la digitalisation, la perception en Afrique, le dernier exemple que vient de donner M. Fall est très éloquent, hein. Les personnes s'organisent. Donc, il y a deux choses qui vont sans doute être en retard. C'est la réglementation. Il en a parlé pour les VTC. On a vu tout le bruit que ça fait en Europe pendant un moment. Et en même temps, c'était un moyen avec Uber d'avoir des emplois, permettre à des jeunes de pouvoir travailler. Et donc, la plupart des pays n'ont pas été radicaux pour l'interdire. Certains ont essayé de les obliger à être organisés et d'autres ont plus ou moins toléré le fonctionnement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs, les clients ont une culture digitale pour utiliser des solutions et les acteurs ont des idées pour pouvoir justement mettre cela. Et par exemple, je prends l'exemple de la logistique de livraison comme les tchak-tchak qui existent aujourd'hui également, qui est une réalité, qui n'a pas forcément la licence qu'il faut pour opérer dans la livraison des marchandises, mais qui le font. Et ça fait marcher les choses. Si on arrêtait aujourd'hui tchak-tchak au Sénégal,
il y a beaucoup de problèmes qu'on causerait à des personnes, à des emplois, à des salariés. Alors pour moi, ce qui est important, et je vais peut-être terminer sur ça, c'est important que lorsque des systèmes sont mis en place, et c'est bien ce qu'a présenté M. Fall, qu'on fasse naître en même temps un écosystème national. J'entends par là, il ne faudrait pas qu'on nous dise qu'on a une billetterie qui nous vient de Chine, un système de géo, je ne sais pas quoi, qui nous vient d'Inde, l'autre qui nous vient du Maroc et le dernier de la France. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Parce qu'après, il n'y aura pas un tissu aujourd'hui d'entrepreneurs locaux qui sont capables de faire évoluer ces systèmes et de créer de la valeur ajoutée en interne. Donc, je recommande vivement à des organismes comme le CETUD et comme tous les acteurs qui bougent autour de la logistique, tant qu'ils en ont la possibilité, il faut faire travailler des acteurs de l'écosystème local pour créer une valeur ajoutée qui va se démultiplier au niveau national. Le deuxième problème, c'est un problème d'échelle. Vous avez parlé tantôt de plateforme. Aujourd'hui, un opérateur de transport individuel, si moi j'ai 50 bus par exemple, je ne vais pas créer un système d'information pour 50 bus parce que ça ne va pas être rentable. Donc la notion d'avoir un opérateur de service qui est plus global, qui peut gérer 1000 bus ou 5000 bus au Sénégal, c'est plus rentable en termes de coût parce que les services vont coûter moins cher que si jamais chaque opérateur, par rapport à sa flotte, met en place systèmes digitaux. Donc, il y a quand même un vrai travail à faire pour pouvoir organiser la valeur ajoutée autour de cela. Donc, voilà peut-être ce que je pouvais dire par rapport à la perception. Par rapport à la réticence, elle est humaine, elle est normale. Le contexte de la pandémie Covid a permis de briser beaucoup de réticences parce que beaucoup de personnes et beaucoup d'organisations se sont vues obligées d'utiliser des moyens digitaux, ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui à travers cette conférence, alors qu'elle était prévue en présentiel. Elle a tout autant de valeur que si on l'avait faite en présentiel, alors qu'il y a de cela quelques mois, on pensait qu'elle n'aurait de valeur que si elle est en présentiel. Donc, je pense que les réticences vont tomber progressivement à la faveur de cette crise que nous connaissons, et cela va donner davantage de possibilités justement aux services digitaux. Merci. Merci, M. Diane. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Vous avez la question de M. Moussa Sarr. Vu la situation géographique dont on fait face, est-ce que la digitalisation peut être un atout pour la logistique? Ensuite, nous avons la question de M. Gorgui Sarr. Quel avantage pouvons-nous tirer de la logistique digitale au profit de la logistique verte? Puis, nous avons la troisième question de M. Kaba. Serait-il possible un jour de remplacer les humains par des robots dans nos services portuaires, douaniers ou aéroportuaires afin d'anticiper et prendre des décisions en matière logistique? Et comment les logisticiens doivent anticiper cette mutation? Donc, cette question est pour M. Diane. Donc, je laisse la parole cette fois-ci à M. Diane. Merci, c'est des questions compliquées et complexes. Hein? La dernière, humain versus robot, c'est un vieux rêve, hein, mais on peut dire que dans l'absolu, oui. Aujourd'hui, il y a des ports dont vous voyez le fonctionnement et vous ne voyez pas de traces humaines dans le fonctionnement. Sans doute qu'il y a un pilotage à distance, mais vous voyez que les engins qui font les mouvements sont des engins qui sont sans pilote, qui sont capables aujourd'hui de déplacer et de savoir où est-ce que les choses sont déplacées. Les rôles comme le rôle douanier aujourd'hui, c'est un rôle qui se nourrit de données et d'informations et qui décide. Donc, c'est sûr que plus on ira dans le temps, plus il y aura de volume, plus les décisions pourront être autonomes. Je donne l'exemple d'un pays qui a commencé, je crois que c'est l'Estonie, qui a commencé à rendre des jugements, c'est-à-dire la justice commence à se faire avec des robots. Et c'est pour des montants inférieurs. Quand le litige est inférieur à, je ne sais pas, 1000 ou 2000 euros, ce n'est pas de gros montants. Mais on ne prend pas le temps de faire une audience avec un juge, c'est un juge robot qui prend la décision et puis voilà, il a toutes les données de l'information. Voilà ce que dit le plaignant, voilà ce que dit l'autre partie. Voici les données, elles sont certifiées et hop, la décision est rendue. Alors, si ça c'est expérimenté et ça permet de rendre plus efficace, pour l'instant je parle de la justice dans ces pays-là, il faut être sûr qu'on va changer de paradigme dans les 10 ans qui viennent. Lorsque tout le monde sera convaincu, pour certains niveaux de décision, avec les systèmes d'information qu'on peut avoir, la médecine aussi l'a prouvé dans certains
sur certains aspects, notamment avec la radiologie, l'imagerie médicale, ce que l'ordinateur et l'intelligence artificielle peuvent détecter dans une imagerie médicale, l'œil humain ne peut pas le faire. Donc, nous sommes dans un monde qui change. Ce n'est pas pour demain, mais je ne suis pas sûr que dans 10 ans, aujourd'hui, on n'ait pas beaucoup de terrains sur lesquels les robots, du moins l'intelligence artificielle, plutôt que de parler de robots, va venir compléter et parfois remplacer la compétence humaine. Alors, il y a une question, je pense, sur green logistique, digital logistique en parallèle. Je ne suis pas un spécialiste du green, mais je pense que c'est complémentaire. Le digital, c'est le traitement des informations. On peut le définir comme tel. Et on considère qu'aujourd'hui, moins il y aura de mouvements inutiles, plus on est capable de conserver l'environnement, plus il y aura de l'optimisation par rapport au flux logistique, plus il y aura une conservation de l'environnement. Donc, tout cela est soutenu aussi par la logistique. Donc, je pense que les deux sont compatibles et ne s'opposent pas fondamentalement. Et la question sur la position de Dakar et du digital, je pense que la question est liée par rapport à Dakar et la logistique. Est-ce que la position géographique fait que le digital peut jouer un rôle particulier? Bon, je ne vois pas un lien fondamental. Si on est dans une logistique à l'intérieur du Sénégal, forcément le digital est un facteur aujourd'hui qui va permettre de pouvoir accélérer la logistique. Maintenant, si on se met à l'échelle africaine, est-ce que le positionnement de Dakar, qui est parfois une terminaison, hein, je pense que beaucoup d'acteurs vous diront que Dakar, c'est une terminaison, surtout pour le transport aérien. Dakar aura du mal à être un super hub parce qu'il est situé à une extrémité. Dakar ne pourrait être un hub que s'il relie l'Europe à l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord au sud de l'Afrique. Et donc, c'est des lignes aujourd'hui sur lesquelles la compétition sur le transport aérien devrait se faire. Le digital en complément, mais je ne vois pas forcément le digital comme étant quelque chose qui va compenser une position géographique déficitaire à prime abord. Mais sans doute qu'en creusant, on trouvera le lien qu'il faut. Merci. Merci, Monsieur Diane. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Fall. Ça sera juste pour un petit complément. Hein. Je dois compléter mon propos en disant que, effectivement, l'option qui a... Déjà, je remercie déjà M. Diane de ses conseils avisés. Et l'option qui a été retenue à Dakar, c'était d'aller vers la création de tout un écosystème local qui puisse, d'autant plus qu'il y a déjà des acteurs qui s'intéressent à fournir des services dans les transports. On a mené une large réflexion à ce niveau. On a dit qu'il n'était pas question qu'on les laisse en rade. Il va falloir qu'on essaie de voir comment les appuyer en leur fournissant les données dont ils auront besoin pour pouvoir développer leur business. Maintenant, dans le cadre de la restructuration des réseaux de transport, où on doit garantir un certain nombre de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a prévu de recruter carrément un opérateur de service qui fournira surtout les services de bioéthique aux différents opérateurs dans le but d'optimiser. Je dois dire, dans la même ligne que M. Diagne, que dans les transports urbains aujourd'hui, il y a plusieurs villes qui privilégient le transport par câble, c'est les téléphériques. Ça commence à émerger en Amérique du Sud et je pense que bientôt, on va aller peut-être vers un projet sur ça à Dakar. L'avantage des téléphériques, c'est que ça efface, disons, l'enclavement des zones, parce que ça passe dans l'air. Et par ailleurs, en fait, il n'y a pas de chauffeur. Tout est automatisé, etc. Et on s'est rendu compte qu'en termes de capacité aussi, on peut arriver à des capacités non négligeables. Et il faut peut-être s'attendre très bientôt à Dakar qu'on puisse avoir un projet de téléphérique, de transport par câble. Je vous remercie. Merci, M. Fall. Donc, nous avons encore une question ici de nos étudiants. Peut-on croire à un bouleversement rapide dans la digitalisation en Afrique, surtout avec notre niveau d'informel des entreprises en transport et logistique? Donc, cette question est pour nos deux panélistes. Donc, je vais laisser M. Fall répondre.
ça me fait un peu sourire parce que nous ne partageons pas forcément la vision que beaucoup se font sur le secteur informel au Sénégal. Parce que, je le dis parce que nous menons une opération de modernisation et de professionnalisation des acteurs depuis 2005 avec les cars rapides et les Ndiaga Ndiaye. Et je l'ai dit tantôt, on se rend compte que s'il y a l'accompagnement qu'il faut, on n'est pas dans... informel ne veut pas dire désorganisé, ils sont organisés dans leur informalité, si j'ose dire. Et la grande leçon que nous tirons, en tout cas de notre expérience aujourd'hui, c'est que si on se rapproche davantage, on les écoute, on peut les mettre dans des schémas dont un observateur extérieur je l'ai dit tout tantôt, les minibus de l'AFTU, la plupart des minibus de l'AFTU intègrent déjà aujourd'hui des petits équipements, des téléphones Android avec une imprimante incorporée, une imprimante, etc., pour vendre le ticket. Ça veut dire quelque part, ils veulent avancer. Maintenant, est-ce que nous, on est capable de les faire avancer rapidement? Parce que là, je donne mon avis personnel. En général, on cherche des grandes solutions là où peut-être on cherche, disons, une bombe atomique, là où on a besoin d'une petite hache pour régler le problème. En tout cas, c'est la remarque que je voulais faire. Les gens sont informels, certes, mais de l'expérience que nous avons avec ces gens-là, on se rend compte qu'ils en veulent, ils veulent avancer, ils veulent suivre l'évolution. C'est ma remarque. Merci. Donc, Monsieur Diagne, la parole est à vous. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est de dire que justement, lorsqu'on a des organisations qui semblent informelles, et j'aime bien ce que dit M. Fall, que ça ne veut pas dire désorganisé, ça donne du potentiel. Hein, et j'ai donné tout de suite l'exemple de Tchak Tchak. Moi, je trouve que c'est quelque chose aujourd'hui qui s'est imposé, qui répond à notre réalité sociologique. Parce que la plupart du temps, dans les écoles, c'est le cas peut-être chez vous, on donne des enseignements qui sont plus ou moins normalisés par rapport à des sociologies des pays qui constituent en fait la référence. Hein, donc on va vous dire des choses qui sont valables dans un pays comme la France ou comme l'Allemagne ou comme les États-Unis, mais on ne va pas vous mettre la sociologie du Sénégal et construire des choses qui sont compatibles avec la sociologie. Et ça, c'est important, parce que quelque part, chaque service est assis sur la sociologie locale. Les cars rapides, historiquement, existent dans ce cadre-là. Les clandos, quand on va jusqu'à appeler clando un mode de transport qui résout des problèmes et qu'on l'appelle clando, ça veut dire qu'on a accepté que cette clandestinité ne l'est peut-être pas à tout égard. Donc, je pense qu'il faut une combinaison. L'informel ne peut pas être un frein parce que l'informel, c'est toujours là où il n'y a aucune solution. Les gens qui ont des problèmes, ils ont trouvé leur solution. C'est ça qu'on appelle l'informel souvent. Quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de médecin, il faut qu'il y ait un moyen pour soigner les gens. Il ne faut pas attendre que le médecin arrive à 50 km ou de 100 km. Donc, quelque part, c'est une réponse sociologique à des besoins qui s'opposent. Et ce n'est jamais un frein, c'est toujours une opportunité. Merci, Monsieur Fall. Donc, je vais demander à l'assistance s'ils ont d'autres questions. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va clôturer la séance. Donc, avant, je vais donner la parole à Monsieur Lee. Est-ce qu'il m'entend? Allô? Oui, Monsieur Lee. Voilà, merci, docteur. Comme mot de fin, donc, nous avons écouté avec beaucoup d'attention les différentes interventions venant de M. Diagne et de M. Fall, notamment par rapport à notre sujet traité. Maintenant, moi, je dirais que nous sommes encore très heureux et très contents de vous avoir reçus dans ce panel que nous avions envie d'organiser en présentiel, mais avec le contexte, nous nous sommes adaptés par rapport au webinaire et toujours entrer dans la logique de la technologie et du digital. Maintenant, comme a dit M. Diagne, c'est toujours possible parce que c'est le monde qui fonctionne comme ça et on s'adapte.
Maintenant, moi, je termine en disant que nous avons fort besoin de ces échanges avec les entreprises, surtout Gaindé 2000 ou CETUD, pour comprendre réellement quelles sont leurs motivations par rapport au changement de nos aspects sociaux, économiques et même culturels. C'est important parce que nous sommes une grande école, nous sommes une université. Une université, ça sert à réfléchir, ça sert à discuter et à la fin, on trouvera des solutions. Maintenant, moi, je pense que nous avons passé donc 2 heures de temps très intéressantes et au nom du président directeur général, nous remercions carrément et vraiment effectivement M. Diagne et M. Fall, et nous ne manquerons pas de vous envoyer des lettres de remerciement au nom de tous les étudiants de l'Institut supérieur des transports et du groupe Sud-Côte de Dakar. Donc nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour bientôt encore. Et nous souhaitons que ça soit en présentiel. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lee. Donc, je vais laisser le mot de fin aussi à nos panélistes pour clôturer la séance. Donc, on commence par Monsieur Fall. Non, je taquinais mon grand frère Ibrahima. Je disais que je pensais qu'elle allait commencer par le Diagne. Bon, en fait, vraiment, j'ai été ravi de participer à ce webinaire. Ça m'a permis quand même de présenter un peu ce que nous faisons. Je pense que ça a été un échange. On a essayé en tant soit peu de partager ce qui est en train de se faire à Dakar en termes de numérisation, digitalisation, etc. Et on a eu aussi l'occasion, à travers l'exposé de M. Diagne, de nous mettre à jour par rapport à pas mal de choses par rapport à la logistique au niveau national et international. Je vais peut-être profiter pour répondre à une question de Chertal qui dit est-ce qu'on peut prévoir la circulation des bus entre Dakar et Bamako comme le principe de Alsa et Flixbus. Je lui dirais de se rapprocher de la gare des Beaux Maraîchers où aujourd'hui on enregistre tous les jours 7 à 12 départs de bus climatisés par jour vers Bamako. Ça, on l'a presque dépassé, si j'ose dire. Donc, je remercie toute l'assistance et je dois dire que le CETUD est là pour les usagers, pour les opérateurs et pour les collectivités. Et s'ils ont des besoins d'approfondissement, de demande d'information, nous serons heureux de les accueillir. Je félicite l'initiative de Subdeco, qui est notre partenaire d'ailleurs. Je pense qu'on a déjà signé une convention avec eux. Et nous ne ménagerons aucun effort pour en tout cas participer à la formation des jeunes, à la formation des étudiants, parce que malheureusement, vous le savez déjà, la question fondamentale, est-ce qu'on est, je pense que M. Yann l'a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on est suffisamment préparé en termes de ressources humaines à faire face à tout cet enjeu-là? Souvent, ça nous inquiète un peu. Et vous l'aurez remarqué dans les projets en cours, souvent on importe pas mal de main-d'œuvre, pas mal de gens qui viennent, qui font les choses, quoi. Alors qu'on a les Sénégalais qui sont là, qui sont parfois intéressés, mais qui ne savent pas souvent comment s'y prendre. En tout cas, je remercie toute l'assistance. Je remercie M. Diagne d'avoir participé avec lui à ce panel et je vous remercie. Merci, monsieur. La parole est à monsieur Diagne. Oui, merci. Je vais réitérer également tous mes remerciements d'abord à l'endroit de Subdeco et le plaisir et l'honneur que j'ai eu de partager avec monsieur Fall ce panel. J'ai beaucoup appris de lui parce que voilà, j'étais assez ignorant par rapport à tout ce qui se fait en matière de mobilité urbaine. Et donc, ceci a augmenté mon niveau de connaissance sur la question. Surtout lorsqu'il a parlé de téléphérique, j'ai dit, tiens, voici un mode assez innovant qu'on n'a jamais envisagé sous nos contrées. Et donc, ça montre que le CETUD est un instrument totalement essentiel aujourd'hui dans l'organisation du transport. Hein. J'ai suivi depuis assez longtemps la mise en œuvre du CETUD. Et je pense que c'est un outil aujourd'hui essentiel dans les progrès que nous avons dans la mobilité urbaine du Sénégal. Donc, je suis heureux d'avoir participé à ce panel, d'avoir échangé sur quelques questions avec vos étudiants. Et comme l'a dit M. Lee, ben, c'est avec un plaisir, une fois que le contexte sanitaire le permettra, que nous pourrons avoir encore un autre rendez-vous en face à face. Je salue tous les étudiants
de la logistique et je veux leur transmettre le message suivant. Soyez des entrepreneurs. Le monde est très ouvert en matière de logistique. N'hésitez pas à avoir des solutions innovantes et justement, comme on l'a évoqué tantôt avec le CETUD, l'État du Sénégal devrait vous appuyer en vous donnant des fenêtres d'opportunité, de même que les grandes entreprises, parce que c'est ça qui fait l'économie, pour que vous puissiez construire des startups qui vont justement faire la différence non seulement sur le Sénégal, mais sur toute l'Afrique dans la zone continentale de libre-échange. Donc, n'hésitez pas à entreprendre dans la logistique. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Voilà, merci beaucoup à vous, madame, également, d'avoir modéré avec brio ce panel. Et donc, on se donne rendez-vous dès que la prochaine occasion se présente. Merci à tout le monde. Merci, merci, Monsieur Diane. Encore merci à Monsieur Fall et Monsieur Diane d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci à l'assistance pour votre participation. Donc, je vous dis à très bientôt pour de prochaines activités, cette fois-ci en présentiel. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. D'accord, merci beaucoup. Au revoir.